Bonjour, je vous présente cet ouvrage. Chaim Perelman et Lucy Olbrecht-Titeka, traité de l'argumentation. L'école de Bruxelles, la problématologie, affronte l'essence de la pensée. La rhétorique ressurgit toujours en période de crise. L'effondrement du mythe chez les Grecs coïncide avec la grande période sophistique. La rhétorique est un espace de raison, une philosophie sans métaphysique fondée sur la raison cartésienne. Voie de l'argumentation de Perelman qui raisonne sans contraindre, sans renoncer à la raison au profit de l'irrationnel ou de l'indicible. Rupture avec la conception de la raison issue de Descartes, la rhétorique et la dialectique. Étude des moyens de preuve. Le domaine de l'argumentation est celui du vraisemblable, du plausible, du probable. Pour Descartes, c'est presque faux ce qui est vraisemblable. Le modèle morpho-géométrico était digne de science. L'opinion contraire prouve que l'un des deux se trompe, conviction. La conformité avec les faits imposés par l'empirisme. Et rationnel ce qui est conforme aux méthodes scientifiques. Le logicien s'inspire de l'idéal cartésien, qu'Aristote est qualifié d'analytique. La logique a été limitée à la logique formelle, l'étude des moyens de preuve utilisés dans les sciences. Les raisonnements étrangers échappent à la logique et à la raison. Raison possédée par le divin, qui devait résoudre tous les problèmes des hommes. Pascal, opposant le cœur à la raison, a cherché à obvier aux insuffisances de la méthode géométrique. L'homme déchu n'étant plus uniquement un être de raison. Opposition kantienne de la foi et de la science et antithèse bergsonienne de l'intuition et de la raison. La limitation cartésienne est injustifiée sur notre faculté de raisonner. Avec Aristote, le vraisemblable des preuves dialectiques s'analyse avec le nécessaire des preuves analytiques. Faire intervenir les éléments irrationnels chaque fois que l'objet de la connaissance n'est pas évident. Certitude du cœur, grâce et intuition. Ce qui est évident n'a nul besoin de preuves. Blaise Pascal. Leibniz déjà s'insurgeait sur la limitation que l'on voulait imposer. La théorie de l'argumentation ne peut se développer si toute preuve est conçue comme réduction à l'évidence, intensité, distinguant la vérité de l'adhésion. XXe siècle qualifié de siècle de la publicité et de la propagande. La dialectique conçu par Aristote comme l'art de raisonner à partir d'opinions acceptées. Dans cet ouvrage, faire revivre une tradition glorieuse et séculaire. La rhétorique. L'art de parler en public de façon persuasive. Le but est d'obtenir l'adhésion, l'art oratoire. Le discours public diffère de l'argumentation écrite. Nous négligerons la mnémotechnique et l'étude du débit, école d'art dramatique. Idée de l'auditoire à qui on s'adresse. Chez les anciens, la rhétorique se présentait comme l'étude d'une technique à l'usage du vulgaire, impatient de conclure. Le discours efficace s'adapte à son auditoire. Dans le Phèdre, Platon rêve de convaincre les dieux eux-mêmes, agir efficacement sur les esprits. Ce traité s'occupe de moyens discursifs d'obtenir l'adhésion des esprits. Les croyances les plus solides sont celles qui sont admises sans preuve et même pas explicitées. Conditionnement de l'auditoire par le discours, le logicien est libre d'élaborer comme il lui plaît le langage artificiel du système qu'il construit. Toute argumentation vise à l'adhésion des esprits et suppose un contact intellectuel. Une communauté des esprits effectifs doit se réaliser. Concevoir la délibération en deux interlocuteurs au moins, même si cette délibération se fait avec soi-même. Existence d'un langage commun pour que la discussion commence, désir d'entrer en conversation, attacher du prix à l'adhésion de son interlocuteur. Ne pas ordonner mais raisonner, il n'est pas toujours louable de vouloir persuader quelqu'un. Pour Aristote, le danger de discuter avec certaines personnes est que l'on s'y perd la qualité de son argumentation. La dialectique avec le premier venu risque de s'envenimer. Il faut être écouté, lu, faire partie d'un même milieu. Mécanisme social, même dans les discussions frivoles. Brunner compare les auteurs peu préoccupés de leurs auditoires à un visiteur discourtois
Les faits parlants d'eux-mêmes, illusion des milieux rationalistes. Accrocher l'intérêt d'un public indifférent pour mettre en œuvre une argumentation. Se présenter comme un être humain, décemment habillé, parfois membre d'un groupe constitué. Problème d'habilitation minutieusement réglementé. On peut négliger une partie de l'auditoire sans renoncer à convaincre. Il est difficile de déterminer l'auditoire et le définir comme l'ensemble de ceux sur lesquels l'orateur veut influer par son argumentation. Pensez à ceux que vous cherchez à persuader et à en déterminer les origines psychologiques. Concevoir l'auditoire aussi proche que possible de la réalité. Avoir la connaissance de son auditoire, véritable étude de psychologie. Cicéron parle différemment à l'ignorant qui préfère l'utile, à l'éclairé ou cultivé qui met la dignité morale au-dessus de tout. Les opinions d'un homme dépendent de son milieu social, de son entourage et des gens qu'il fréquente. Opinions dominantes par milieu, genre oratoire. Dans un auditoire composite, c'est un art, groupes sociaux. On agit sur un auditoire en le conditionnant par la musique, l'éclairage, le paysage. Faire que l'auditoire ne soit plus le même à la fin qu'au début. Adaptation continue. Vico, tout l'objet de l'éloquence est relatif à nos auditeurs et c'est suivant leurs opinions que nous devons régler nos discours. Ce n'est pas ce qui est vrai ou probant, mais quel est l'avis de ceux à qui on s'adresse. Le grand orateur, celui qui a prise sur autrui, paraît animé par l'esprit même de son auditoire. L'habile orateur flatte la foule. C'est aux auditeurs, dit Bossuet, de faire les prédicateurs. Démosthène demande au peuple athénien de s'améliorer pour lutter contre les démagogues. C'est à l'auditoire qui revient le rôle déterminant, le comportement des orateurs, s'adapter à son auditoire. Variété infinie, la conviction est le premier stade qui mène à l'action. Ce n'est rien de convaincre un enfant si l'on sait le persuader. Rousseau, conviction et persuasion sont pour Kant deux espèces de croyances. Opposition subjectif-objectif, critères de distinction, frontière entre intelligence et volonté, danger de prendre appui sur des thèses étrangères à l'auditoire. La vérité, dit Kant, repose sur l'accord avec l'objet, la certitude et la pleine croyance. Dumas. Affirmation nécessaire et universelle. Dans la croyance rationnelle, la vérité devient nôtre et nous devenons la vérité. Pareto, le consentement universel n'est que la généralisation illégitime d'une intuition particulière. Pour convaincre, il existe la ressource de disqualifier le récalcitrant en le considérant comme stupide. Jean-Paul Sartre parle d'un public idéal, tous les lecteurs, et d'un public réel, d'une poignée de lecteurs. L'infinité du temps compensant l'échec dans l'espace. Sartre reproche de négliger l'universalité concrète et de se contenter de l'illusion, l'illusoire universalité abstraite. Les auditoires ne sont point indépendants. Platon, pour suivre le chemin de la vérité, se préoccupe à chaque pas du dialecticien, de l'accord de son interlocuteur, adhésion à l'indice de vérité. Pareto et Gobelot pensent que ce point de vue suppose une adhésion du public aux thèses développées. Pour Platon, c'est l'adhésion d'un personnage, cet auditeur incarnant l'auditoire universel. Pour Pascal, le consentement de vous-même, voix constante de votre raison. Meilleur critère de vérité, le secret de la délibération intime et garant de la sincérité. La discussion avec autrui est un moyen pour s'éclairer, réflexion intime qui se méfie de ce qui paraît indubitable. Exposer les raisons est toujours un exercice délicat, même dans le cas d'équité aérée, justification. L'argumentation est fonction de l'auditoire auquel on s'adresse. Statut privilégié de la délibération intime, raison et rationalisation. Les détracteurs de la rhétorique rétorquent qu'il n'y a qu'une vérité. Le genre épidictique est un orateur solitaire qui fait circuler sa composition écrite. Œuvre d'artiste traitant le discours à la manière de spectacle de théâtre, on applaudit ou on part, partie centrale de l'art de persuader. L'intensité d'adhésion se mesure par la thèse admise. Ce discours se propose d'accroître l'intensité de l'adhésion à certaines valeurs, communion de l'auditoire. Pour Tarde, c'est une procession plus qu'une lutte. Veil cite la force centuplée des discours de la TSF des Français, dont les paroles soutenaient par leur autorité la transformation intérieure lors de la guerre de 40.
L'épidictique est destinée à promouvoir des valeurs. Aristote appelle didactique les points de vue que les auditeurs adoptent, car le maître l'a dit. L'argumentation est une action qui tente toujours à modifier un état de choses préexistant, rythme régulier dans les sociétés qui tiennent à leurs valeurs, cérémonies commémoratives, feinte et simulacre de l'argumentation. Être d'un avis qui s'écarte de celui de tous les autres, c'est rompre une communion sociale fondée. Conte d'Orient qu'un enfant naïf et innocent, osant affirmer que le roi était nu, rompant ainsi l'unanimité née de la crainte de dire la vérité. La simple mise en question d'une décision peut être sévèrement punie. La vie sociale exige que l'on reconnaisse l'autorité de la chose jugée. Manifestation d'intolérance, le but de l'argumentation est d'obtenir un assentiment. Nos espoirs et nos désirs déterminent nos convictions. Fournir des preuves de notre impartialité. Le sceptique refuse l'engagement sous prétexte qu'il n'y ait rien de définitif. Les faits que l'on admet peuvent être des faits d'observation, prémices. Ceux qui admettent la présomption escomptent un renforcement. Les présomptions sont liées au normal et au vraisemblable, basées sur l'habituel plutôt que la moyenne. Tout complément d'information peut provoquer un changement du groupe. L'orateur favorise cette modification. Être d'accord à propos d'une valeur est une communion d'agir. Caractère précaire et indispensable des valeurs. L'on considère comme valeur universelle ou absolue le vrai, le bien, le beau, l'absolu. Accord universel, les notions d'engagement, de fidélité, de loyauté, de solidarité, de discipline sont de cette espèce. Une même réalité, un groupe social par exemple, sera traité comme valeur concrète et unique. Ces valeurs concrètes fondent les valeurs abstraites et inversement. Sujet à critique, car les critères fournissent des modifications de l'ordre établi. Les valeurs concrètes conservent plutôt que rénovent. Les hiérarchies sont admises, concrètes, de l'homme sur l'animal, et abstraite, du juste sur l'utile. Ce qui caractérise chaque auditoire, c'est moins les valeurs qu'il admet que la manière dont il les hiérarchise. Benda rappelle une lettre de Lachelier à Ravesson. Le sujet que je prendrai pour thèse n'est pas celui que je vous ai annoncé. C'est un sujet plus étroit, c'est-à-dire plus sérieux. Pour Isocrate, le mérite est proportionnel à la quantité de personnes auxquelles on rend service. Le tout vaut mieux que la partie. Bergson propose d'établir la supériorité du devenir, de l'évolution sur le figé. Passage du normal à la norme, phénomène qui semble aller de soi. Calvin oppose au nombre la qualité de la vérité garantie par Dieu. Descartes choisit les opinions modérées, tout excès ayant coutume d'être mauvais. Toute situation exceptionnelle est jugée précaire. La roche tarpéienne est près du Capitole. Considérer les êtres comme interchangeables sans spécifier leur personnalité, c'est les dévaluer. Pour Gabriel Marcel, la valeur d'une rencontre avec un être né de ce qu'elle est unique en son genre. Le rare concerne l'objet, le difficile, le sujet en tant qu'agent. Le lieu de l'irréparable se présente comme une limite qui vient accentuer le lieu du précaire. Dans l'action, on s'attache à ce qui est urgent. L'intensité liée à l'unique est au premier plan. Des querelles philosophiques sont axées sur la question de savoir ce qui est antérieur pour en tirer des conclusions sur la prédominance d'un aspect du réel. La pensée existentielle qui insiste sur l'importance de l'action tournée vers l'avenir cherche toujours à remonter vers l'originaire, vers la source. Val. Supériorité de ce qui est réel sur le possible, l'éventuel ou l'impossible. L'homme est fait pour penser. Ainsi Pascal dit bien que penser est le premier principe de la morale. Selon Saint-Exupéry, un héros justifie les sacrifices par la réalisation des possibilités extrêmes de ses subordonnés. La justice prévaut sur le courage selon Aristote. Pascal critique le divertissement, car il vient du dehors, d'ailleurs. Ce qui est rationnel est généralement valable. Ce qui intéresse le plus grand nombre sera considéré comme supérieur. Le romantique préférera l'amour, la charité et la fidélité. Les classiques préconisent la pensée et la contemplation. Les romantiques, l'action efficace. L'orateur s'adapte à son auditoire.
L'orateur qui attaque un adversaire sur son comportement se dévalue lui-même. Schopenhauer préconise face à un public incompétent de lancer une objection non pertinente, mais que l'adversaire ne saurait réfuter sans de longs développements techniques. C'est grâce à l'inertie que la technique de la chose jugée se prolonge. Dans les pays traditionnalistes, le précédent devient partie intégrante du système juridique. Le silence est interprété comme un indice du fait indiscutable qu'aucune objection a été trouvée. Accorde ce que l'adversaire ne nie pas. Il est donc préférable d'objecter même faiblement. Schopenhauer qualifie d'artifice de mettre l'interlocuteur en contradiction avec ses propres affirmations. Une attaque personnelle cherche à disqualifier l'adversaire. La sélection des éléments présentés à l'auditoire implique leur importance et leur pertinence dans le débat. La présence devient un élément essentiel dans l'argumentation Bacon. Buber et Sartre font de la présence la pierre angulaire de la constitution de leur philosophie. Toute argumentation suppose un choix, une sélection des données. Saint Thomas, nous dit Gilson, nous invite à tourner de préférence nos regards vers Dieu. L'important est de voir ce qui fait une figure argumentative. Dans la pensée scientifique, la clarté est une notion idéale, système formel. Cette limpidité cessera en ontologie. La confusion d'une notion comme la liberté se clarifie en opposant l'homme libre à l'esclave. Avec une notion confuse, le lecteur peut avoir l'impression que l'on exprime ce qu'il a toujours pensé. Ce sont les interprétations divergentes qui rendent confus une situation. Une situation nouvelle peut troubler. L'assouplissement et le durcissement des notions est une technique adoptée lors de l'appréciation. L'évocation des détails est une technique d'accumulation. Réfléchir à l'action que produit sur notre imagination les mêmes faits. Certains écrivains préfèrent l'usage de notions plus abstraites, évitant ainsi plus facilement les objections. La manière dont nous formulons notre pensée fait connaître ses modalités. Attribuer une qualité à un objet, c'est déjà de choisir parmi bien d'autres. L'emploi des temps permet d'agir sur l'auditoire. Le passé est l'irréfragable, le fait. L'imparfait est le temps du transitoire. Le présent exprime l'universel, la loi, le normal. Toujours actuel, jamais périmé. Le présent narratif est mis à l'honneur chez les écrivains. Le « on » introduit une norme. L'emploi de la troisième personne diminue la responsabilité du sujet. Signification du singulier par rapport au pluriel. L'aspect relève un caractère quasi rituel du style dans les sociétés hiérarchiques. D'autres structures linguistiques conviennent mieux à une société basée sur l'égalité ou l'initiative individuelle, accent sur les prédicats. Le langage hiérarchique est évocateur, nazi. Par la répétition, le deuxième énoncé paraît chargé de valeur. Chénier. Si on nomme plusieurs fois, il semble qu'on a dit beaucoup de choses. L'allusion est un fait de culture et augmente le prestige de l'orateur. Vous, nous, je sont des étapes par lesquelles l'orateur s'assimile à ses auditeurs. Pseudo-discours direct figurant une communion. Les textes littéraires situés hors d'un contexte réel font ressortir avec plus de netteté les arguments. Le rire d'exclusion est une sanction d'une transgression d'une règle admise, condamnant une conduite excentrique que l'on ne juge pas assez grave ou dangereuse pour la réprimer par des moyens plus violents. Une affirmation est ridicule dès qu'elle entre en conflit sans justification avec une opinion admise. Les psychiatres ont souligné le danger de son usage pour l'équilibre de l'enfant, guetté par l'anxiété. Le ridicule s'exerce en faveur de la conservation de ce qui est admis. Le ridicule est l'arme puissante dont dispose l'orateur contre ceux qui risquent d'ébranler son argumentation. Il faut de l'audace pour braver le ridicule. Seul le prestige suffisant en fera sortie. Le prestige de chef se mesure à sa capacité d'imposer des règles et de les faire admettre par ses subordonnés. L'argument par division est à la base du dilemme. L'argument par le sacrifice peut devenir comique. Un employé demande un salaire élevé sans expérience, prétextant que le travail est plus difficile quand on ne sait pas s'y prendre. Il existe des argumentations non quantifiables. Le comte de Nouilly
par le calcul de probabilité, estime que vu la faible chance qu'une molécule protéinique nécessaire à la vie apparaisse, il faut trouver une autre hypothèse pour expliquer leur apparition. Leibniz, reprenant la classification de Locke relative au degré de l'assentiment, aurait voulu rendre les degrés proportionnels au degré de probabilité de la proposition envisagée. L'argumentation donne plus de prise aux objections lorsqu'il s'agit de problèmes de conduite. Leibniz propose le premier que l'espérance mathématique soit appliquée dans les problèmes de jurisprudence. L'argumentation par le probable entraîne la réduction des données à des éléments qui paraissent plus facilement comparables. Les moralistes du Port-Royal introduisent l'idée de la probabilité que se produise le bien ou le mal. Les probabilités donnent au problème un caractère empirique. Par le lien causal, une armée dotée d'un excellent service de renseignement de ses succès actuels inférés des succès futurs. L'événement garantit certaines conséquences. Un argument est pragmatique quand il permet d'apprécier ses conséquences favorables ou non. Leibniz, précurseur inattendu du pragmatisme, juge les procédés d'argumentation en fonction de leurs conséquences. Il y a un décrochage entre l'acte et sa fin. La chasse, pour exemple, avait pour but de chercher de la nourriture, est devenu un moyen de distinction sociale. Des fins paraissent souhaitables dès que leur réalisation est facile. L'appel à un changement de fin à quelque chose de généralement révolutionnaire. Le fait de choisir entre valeurs, de discriminer celles que l'on favorise, amène à paraître de les traiter comme des moyens. On évitera avec soin de se louer soi-même. La fin favorise les moyens, mais on ne les justifie pas toujours. Pour qu'un moyen soit valorisé par la fin, il faut qu'il soit efficace. On peut toujours trouver un moyen plus efficace pour un but donné. La détermination du meilleur moyen dépend de la définition précise du but poursuivi. L'argument du gaspillage consiste à poursuivre dans la même direction, même en renonçant à l'entreprise. Du moment que la conviction de manquer quelque chose est établie, elle vient renforcer la valeur propre de ce qui est galvaudé. Le sacrifice réalisé et accepté augmente et valorise les raisons du combat en incitant à le continuer. Le docteur Baruch invoque l'accoutumance et l'argument de direction et de savoir que l'on n'est pas maître de son comportement ultérieur, étape vers un certain but. Selon Démosthène, il faut faire un pas pour ne pas être entraîné à en faire un autre, beaucoup plus grave. On met en garde contre l'argument de la vulgarisation qui dévalue en le rendant commun et vulgaire. Le dépassement. Calvin affirme que jamais on n'exagère dans la direction qui attribue toute gloire, toute vertu à Dieu. L'important n'est pas un but bien défini. Chaque situation sert de jalon et de tremplin permettant de poursuivre indéfiniment dans une certaine direction. L'impossibilité se présente face à un absolu ou une incompatibilité. L'hyperbole est une manière de s'exprimer outrancière. Par contraste, la litote est une façon de s'exprimer qui semble affaiblir la pensée. L'hyperbole prépare la litote. Elle se transforme en ironie par suppression de la négation. L'hyperbole comique peut produire cet effet de façon préméditée. L'idée de personne introduit un élément de stabilité. La qualification à l'épithète, ce héros, Charlemagne à la barbe fleurie, vise à rendre immuables certains caractères. L'existentialisme, mettant l'accent sur la liberté de la personne, l'oppose nettement aux choses qu'il a pu élaborer une autologie originale. La morale et le droit ont besoin de notions de personne. Raymond Aron, l'autre présent, nous rappelle sans cesse sa capacité de changer. Isocrate assimile les hommes à des champignons vénéneux. Le mieux est de les châtier avant qu'ils n'aient fait du tort. On ne peut distinguer les hommes vicieux. Il convient de les détester et de les regarder comme des ennemis de tous. L'intention d'autrui n'étant pas connue directement, on ne peut la présumer que parce que l'on sait de la personne dans ce qu'elle a de durable. La recherche de la véritable intention est un des problèmes centraux du théâtre contemporain. La psychanalyse a préféré courir le risque d'erreur plutôt que de renoncer à l'étude de l'homme complet. La réaction de la personne sur ses actes est influencée par le prestige. Dupréel, qualité de ceux qui entraînent chez les autres la propension à les imiter. Beaucoup d'arguments sont influencés par le prestige. L'argument d'autorité est le mode de raisonnement rhétorique
qui fut le plus vivement attaqué, car utilisé de manière abusive dans les milieux hostiles à la libre recherche scientifique. L'autorité du grand nombre peut se manifester par la qualification. L'autorité est reconnue par l'auditoire dans un domaine particulier. L'incompétence sert de critère pour disqualifier. Dès qu'une personne est considérée comme un être parfait divin, l'idée que l'on fait de ses actes va bénéficier de l'opinion, mais l'inverse ne sera plus vrai. Les faits et les vérités échappent à toute influence des personnes. Faire preuve de précaution pour éviter d'être la proie des préjugés. L'éloge de l'adversaire exerce un effet argumentatif. Pour Schopenhauer, ce sont les actes mineurs qui doivent déterminer notre image de la personne. L'influence reconnue du prestige et le pouvoir de suggestion qu'il exerce se manifestent d'une façon moins irrationnelle et moins simpliste qu'on ne le croit. L'orateur doit inspirer confiance. Les fonctions exercées ont une influence indéniable. Le rôle du maître le rapproche plus du prêtre que du propagandiste. Et dire que je suis colonisé par ça, dit un Marocain qui se fait aider maladroitement par un Français. La valeur de l'acte dépend du prestige de l'individu. La valeur de l'individu dépend de ce que l'on attribue au groupe. Le groupe s'enorgueillit de la conduite de ses membres et négligera les étrangers. L'accord sur l'ordre universel de l'individu, raisonnable, est loin d'être assuré. La politique devient la structure économique en acte. Selon Bentham, il ne faut pas argumenter de l'abus contre l'usage. La conduite de l'individu peut déshonorer le groupe. Pestiféré, on craint la contamination symbolique. Les hiérarchies, tout comme les valeurs, font partie des accords qui servent de prémisse au discours. Les hiérarchies servent de critères ou de définition à l'autre. Une double hiérarchie est souvent implicite, intensité. Les deux formant une même réalité. Pour Cassirer, les références spatiales sont une forme indispensable à la constitution des objets de pensée. Une hiérarchie des fins peut nous aider à établir une hiérarchie des moyens, comme Aristote le dit. De deux agents de production est préférable celui dont la fin est meilleure. L'argument de double hiérarchie permet d'appuyer une hiérarchie contestée sur une hiérarchie admise. Une troisième s'appellera confirmative. Cicéron, il ne faut pas juger les mauvaises actions par leur résultat, mais par le vice qu'elles supposent. Un changement quantitatif peut entraîner un changement de nature. Raisonnement saurite chez les Grecs. Les exemples interagissent et un exemple nouveau modifie la signification des exemples déjà connus. Dans l'argumentation par l'exemple, le rôle du langage est essentiel. Amener les auditoires à penser le fait invalidant. Interaction entre la perception des faits invalidants et la conscience de la règle. L'illustration a pour rôle de renforcer l'adhésion à une règle. On y voit une image. L'illustration inadéquate témoigne de la méconnaissance du sens de la règle. Si l'on sert de modèle, c'est qu'on possède un certain prestige, glorifiant l'imitation de tous. Le modèle doit surveiller sa conduite, car le moindre de ses écarts en justifiera mille autres. Le rapprochement à un modèle peut le dévaloriser. L'antimodèle peut détourner, effet de repoussoir. L'antimodèle présente un minimum en dessous duquel il est indécent de descendre. Bossuet présente Jésus comme un modèle de roi absolu. Pour Locke, il est le modèle de la tolérance qui doit inspirer l'action. Héraclite, l'homme au regard de la divinité, est aussi puéril que l'enfant l'est au regard de l'homme. Dans l'Exode, il est dit que Moïse, retournant en Égypte, chargea sa femme et son enfant sur son âne, préfigurant Jésus. Certains termes, tels lumière, hauteur, profondeur, plein vide, sont chargés de valeur. Le cercle donne sa structure au monde plotinien. L'un qui en est le centre valorise l'idée de centre. Les analogies jouent un rôle important dans les développements qu'elles favorisent. Moore, critiquant les conceptions de Wittgenstein, s'en prend à l'analogie selon laquelle les énoncés sont comme des sillons d'un disque. Le comte de Nouilly expose les rapports qu'il voit entre les mécanismes de l'évolution et l'évolution elle-même. L'analogie est parfois dépassée avant même d'avoir été comprise comme telle. Pascal utilise la notion de figure car elle a été faite sur la vérité et la vérité a été reconnue sur la figure. La métaphore est une analogie condensée, fusion d'un élément du phone avec un élément du thème.
Ces formules peuvent faire naître la féerie, le conte décrivant les tribulations d'un roseau pensant provoquerait l'émerveillement. Les maîtres de la rhétorique ont vu dans la métaphore un moyen de parer à l'indigence du langage. Pour Locke, le temporel est séparé du spirituel. Les couples philosophiques comme apparence et réalité sont des prototypes de dissociation notionnelle. Ces couples constituent l'objet propre de la recherche philosophique. Moyen fin, accident essence, relatif absolu, individuel, universel, subjectif, objectif. Les couples antithétiques au bas, bien mal, subdivisent un ensemble en parties distinctes. La notion d'erreur sert à affirmer qu'il y a une règle. Tirer parti des dissociations ou en créer ad hoc. Une dissociation de notions met à l'abri de l'incompatibilité qu'elle résout. La liberté est la valeur fondamentale des existentialistes. Dans la phénoménologie de Lévinas, l'image n'est pas reproduction de l'objet, mais elle possède une certaine opacité qui nous voile la vérité. Les expressions paradoxales invitent toujours à un effort de dissociation. Schopenhauer, l'art a pour but de faciliter les connaissances des idées du monde. Simone Weil, on ne peut pas trouver d'autre définition au mot nation que l'ensemble des territoires reconnaissant l'autorité d'un même État. L'étymologie, usage authentique, réel, qui se dégage des falsifications ultérieures. La syntaxe est sujet à argumentation. L'étymologie appuyait les thèses des existentialistes. Alain mettra l'accent sur le passage d'un terme à l'autre. Rapport entre culte et culture présente la vérité. Le discours est la conséquence d'un fait. Adéquation du style à l'objet du discours. Faire l'éloge des qualités oratoires de l'adversaire, qui les minimise. Antoine, je ne suis pas un orateur comme les Brutus. Bismarck, l'éloquence n'est pas mon affaire, un avantage que j'accorde volontiers à l'orateur qui m'a précédé. Une lettre pro-fasciste adressée à un journal et publiée aux USA sera vue comme une forme subtile de propagande communiste. Ne pas donner prise à une accusation donnée, anti-même apparent d'Aristote. Le corax est un procédé d'argumentation typiquement rhétorique, car basé sur des possibilités d'interprétation multiples. Un argument fort est un argument efficace, qui détermine l'adhésion de l'auditoire. La force de l'argument dépend largement du contexte. Les techniques d'atténuation donnent une impression favorable de pondération, de sincérité, insinuation, réticence, la litote, la diminution et l'euphémisme. On diminue la force par le côté déjà entendu, argumentation propre à la cause. L'imprévu de l'argument repris à l'adversaire, puis reprendre sur le terrain où l'adversaire a été ébranlé. Montaigne souligne la surprise, la méfiance envers la cohérence excessive fait qu'un certain degré d'incohérence est pris comme indice de sincérité et de sérieux. Les arguments varient aboutissant à une même conclusion et se renforçant mutuellement. La convergence accroît l'ampleur de l'argumentation. L'argumentation négative s'avère utile. Napoléon craignait que les longs préambules aux lois se nuisent à leur autorité. L'attitude de Socrate refusant d'implorer les juges, indulgence. Renoncement, affirmation utilisable, c'est parce que ma cause est bonne que j'ai été bref. Danger que l'adversaire reprenne l'argument à son compte. La réticence permet d'évoquer une idée tout en laissant le développement à l'auditeur. Le sacrifice satisfait aux convenances. Démosthène répugne à faire son propre éloge. Danger de la démesure. L'ordre des arguments sera dicté par le désir de dégager de nouvelles prémices. L'ordre n'est pas indifférent. La conclusion se base sur des points d'appui successifs. Accentuer l'effet de convergence. Goldsmith a noté que dans les dialogues platoniciens, les invocations aux dieux sont des fioritures littéraires ou dramatiques, soulignant l'importance philosophique des passages. L'inconvénient de l'ordre décroissant est de laisser les auditeurs sur une dernière impression. L'ordre nestorien offre d'emblée et en dernier lieu les arguments les plus solides, les autres étant regroupés au milieu. À la fin, l'argument massu, Antoine dans le Jules César de Shakespeare. La disqualification de l'adversaire se place à la fin du discours dans l'accusation, terminée par une attaque contre celui qu'on accuse. L'ordonnance des arguments selon leur force est un conseil naïf. Le langage fait partie des traditions d'une communauté.
Chaim Perelman et Lucie Olbrecht-Titeka, traité de l'argumentation. Merci.